Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un épisode qui s'appelle l'iceberg du financement bancaire en immobilier. En fait, j'ai vu pas mal, alors je ne sais pas si vous regardez ça, je regarde pas mal de vidéos YouTube de gamers. Et il y en a certains qui ont fait l'iceberg, par exemple, sur Mario Kart 64, l'iceberg sur Zelda 64. Bon, vous savez, les jeux vidéo qui datent de notre génération. Et pour ceux qui découvrent et qui sont plutôt jeunes, bon, bah, c'est des jeux qui sont assez mythiques pour nous. Et l'idée, c'est quoi? C'est simplement de redescendre, au fur et à mesure, ce qui est le plus connu, des faits sur le financement bancaire, par exemple en immobilier. Alors si c'est sur un jeu vidéo, ça va être de se dire: «OK, qu'est-ce qui est le plus connu sur, Mario Kart 64?» et progressivement de descendre sous la surface. Donc là, on est en surface et après on va aller, au niveau de l'eau, après on va aller dans les profondeurs et après dans les abysses. Plus on va vers les abysses, plus c'est soit des théories obscures ou dans notre cas, c'est des techniques qui sont, borderline et on va les évoquer ensemble. J'en profite, pour vous dire que là, il me reste, 2 places, pour mon coaching, IMO de décembre. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, on a des super résultats. À peu près chaque semaine, on doit investir, on doit acheter entre 1 et 2 millions d'euros d'immeubles ou de colocations et cetera. Donc on a fait des colocs, on a fait des immeubles dans le nord. Bref, n'hésitez pas à me contacter, à regarder en dessous de l'épisode de podcast où là où vous êtes et n'hésitez pas à rejoindre le programme, à faire un petit appel avec Martin. C'est finançable par votre CPF, profitez-en et ça va vous mettre sur des bonnes dispositions pour décembre et l'année prochaine. Alors, on se lance directement sur l'iceberg du financement immobilier. Donc là, on va aller directement en haut de l'iceberg, donc ce qu'on voit tout en haut en financement. Et du coup, ça concerne la plupart des personnes. En surface, il y a l'achat de sa résidence principale. Alors là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont confrontées à ça. Là, j'ai plus les chiffres exacts en France du nombre de personnes qui sont propriétaires, du nombre de personnes qui ne sont pas propriétaires. De ce dont je me rappelle, on avait fait tout un épisode avec Martin à un moment sur les chiffres de l'immobilier pour donner un petit peu de profondeur. On était à peu près à 50-50, donc 50 de propriétaires, 50 de locataires. Tout en haut, on a l'achat de la résidence principale et en surface, ce que font les personnes et quand par exemple, si vous commencez aujourd'hui, que vous découvrez, ce contenu, quand on achète son premier appartement, un des premiers réflexes qu'on va se dire alors déjà on veut acheter quelque chose. Généralement, ça coûte assez cher. Et du coup, si on est sur des localisations comme Paris, on va se dire: «OK, combien de mètres carrés je peux acheter?» ou en Île-de-France. On va déterminer ses besoins et finalement, on va se rendre compte qu'on va être obligé de consommer toute sa capacité, d'endettement. Un des premiers éléments qu'on regarde, c'est est-ce qu'on emprunte sur, 5, 10, 20, 25 ans, voire plus? Alors aujourd'hui, on est plutôt retombé sur des 25. À un moment, il y avait les 30 ans qui étaient possibles. Et qu'est-ce qu'on doit se dire par rapport à ça? Alors déjà, quand on achète sa résidence principale avec un emprunt, on va simplement se dire: «OK, je vais remplacer mon, loyer par un remboursement, d'emprunt dont une partie sera du capital». Ce qu'on oublie et par exemple avec les taux d'aujourd'hui, c'est si aujourd'hui vous louez un appartement de 1 000 € par mois et que vous remboursez un emprunt de 1 000 € par mois, dans les premières années de vos échéances, avec des taux à 3,30, 3,40, ce qu'on a aujourd'hui sur 25 ans, vous allez finalement avoir presque 50 de remboursement, d'intérêts et 50 de remboursement de patrimoine. Donc tous les mois, quand vous dites: «OK, c'est bon, sur 1 000 € là j'ai 1 000 € pour moi», en fait, c'est faux. Vous avez réellement 500 €, allez 500-600 €, donc ça dépend de votre taux d'intérêt, qui génère réellement du patrimoine. Et après attention, parce que c'est pas parce que vous générez du patrimoine que ce patrimoine-là, il n'est pas taxé derrière. Quand vous allez céder, alors si c'est votre résidence principale, à part s'il y a des gros changements, l'année prochaine avec, la loi, des finances. Sinon, effectivement, quand vous, par exemple, vous achetez une résidence principale avec emprunt 100 000 €, vous remboursez tout. Quand vous allez revendre votre résidence principale, vous avez les 100 000 € qui sont pour vous. Par contre, dans d'autres cas, faut faire attention parce que généralement, il y a une fiscalité qui est en lieu. Donc pour les résidences secondaires en revenu foncier, il y a une fiscalité. Donc là, il y a des abattements au fur et à mesure des années pour quasiment pas payer d'impôts. Dans ce cas-là, il faut détenir un bien, quasiment 30 ans.
Vous allez avoir un abattement sur, les prélèvements sociaux et un abattement sur votre impôt sur le revenu. Et dans les autres cas, donc avec, par exemple des SI à l'IS, plus vous attendez, plus finalement votre bien est amorti, donc plus vous allez payer, d'impôts, lorsque vous allez faire votre cession. Bref, l'achat de la résidence principale en surface, qu'est-ce qu'on sait et quelles sont les limites dessus? Alors, moi je reste partisan de regarder, alors il y a plusieurs stratégies autour de la résidence principale, soit la considérer, vraiment comme un investissement. Alors la plupart des personnes, effectivement, quand vous faites pas beaucoup d'investissements dans votre vie, que vous n'allez pas acheter beaucoup d'immobilier, que vous n'allez pas, par exemple, avoir énormément, enfin de racheter des entreprises, avoir d'autres, avoir des actions, avoir de la bourse et cetera. Bon, dans la répartition patrimoniale, c'est souvent une grosse partie de ce qu'on a, c'est sa résidence principale. L'enjeu, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut, acheter sa résidence principale ou pas? Si vous ne faites pas d'investissement, que vous souhaitez rester dans la même zone et cetera, ça peut être quand même quelque chose de très intéressant parce que sur le temps, effectivement, vous avez un bien qui est remboursé. Là, vous avez des articles qui sortent, sur le nombre d'années qu'il faut, pour que finalement un achat soit, intéressant. Lorsqu'on est dans une ville comme Paris, il faut entre 20, 30, 40 ans pour que même plus, pour que son achat de résidence principale vaille le coup. On peut juste retenir que dans certaines villes, à cause du prix du foncier et en fait une décorrélation, des loyers entre le foncier, c'est-à-dire que vous allez acheter quelque chose très cher, pas le louer forcément très, très cher. Du coup, il va vous falloir vraiment beaucoup d'années, pour que ce soit viable. Dans d'autres endroits, quand vous êtes dans des villes, d'ailleurs qui sont rentables généralement pour faire l'investissement immobilier locatif, là, en 1 an, ça peut valoir le coup. Donc vous avez des grands des grands écarts, donc il y a des endroits et nous d'ailleurs c'est là où on fait des invests, où, la durée finalement, de remboursement de sa résidence principale est rapide. Alors après, vous avez acheté une résidence secondaire. Donc ça, c'est assez classique. On va acheter sa résidence principale. La problématique quand on va acheter sa résidence principale, c'est que généralement, on va mettre toute sa capacité d'endettement dans sa résidence principale et là, on se retrouve bloqué pour faire d'autres investissements qui, vont nous permettre de gagner de l'argent, qui vont nous permettre d'avoir du cash flow tous les mois et qui vont nous permettre de, décaler notre endettement. Effectivement, quand on achète sa résidence principale, si on utilise toute sa capacité d'endettement, à moins de fortement augmenter ce qu'on gagne tous les mois, on ne va pas pouvoir faire d'investissement locatif, voire même faire, de résidence secondaire. Ce qu'on fait dans un parcours assez classique, c'est qu'on va acheter sa résidence principale, puis une résidence secondaire. Donc ça peut être un appartement, à la mer, ça peut être un appartement, qu'on va avoir, à la montagne, ça peut être une petite maison à 1 heure de Paris, un investissement dans les 150 000 – 200 000 €. La problématique qu'on a avec ça, c'est que si on n'a pas consommé toute sa capacité d'endettement avec sa résidence principale, on va se retrouver à faire un investissement dans une résidence secondaire qui généralement, comme sa résidence principale d'ailleurs, va avoir des critères qui vont faire que ce n'est pas rentable. C'est-à-dire, bon, on va se dire: «OK, je vais essayer d'en faire quelque chose qui va être à l'équilibre» et une fois qu'on a acheté, en fait, sa résidence secondaire, on va se poser la question de l'exploiter sur Airbnb en courte durée, de l'exploiter d'autres façons. Par exemple, si on a un petit studio en plus, de louer le petit studio, à l'année. Mais vu que le projet n'a pas été pensé pour en faire un investissement locatif, dans la plupart des cas, on se retrouve avec quelque chose qui est en négatif et en plus qui n'a pas de rentrée financière. Donc résidence principale plus résidence secondaire, on se retrouve à devoir payer, 500 000, 2 000 € tous les mois d'emprunt qui ne génèrent pas finalement de revenus supplémentaires. Effectivement, ça nous permet indirectement d'épargner chaque année, mais on se retrouve bloqué, avec notre capacité d'endettement. Pour un petit rappel, si, vous pouvez aujourd'hui emprunter donc, la technique pour encore une fois savoir combien vous pouvez emprunter, vous prenez votre salaire net avant impôt, vous faites fois 35 et une fois que vous avez vos 35 vous allez sur un site comme Meilleur Taux et vous regardez, combien cette mensualité, donc par exemple si vous avez 1 000 €, ça fait 350 €. 350 € sur 25 ans, combien vous pouvez emprunter avec ça? Là, ça vous donne une première estimation de combien vous pouvez emprunter pour acheter une résidence principale. C'est la même chose pour une résidence secondaire. Par contre, si vous faites un investissement, locatif, et que vous le faites en direct, après il y a plusieurs techniques, c'est les techniques qu'on va voir après. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre en compte 70 à 90 des revenus de votre investissement locatif, en plus de vos revenus actuels. Donc disons que vous gagnez 1 000 € aujourd'hui, que vous allez faire un investissement locatif qui va être loué, 1 000 €. Vous allez pouvoir prendre comme vos revenus, d'aujourd'hui 1 000 € plus 90 de 1 000 €, donc vous avez 1 900 € et là, vous allez appliquer les 35 pour regarder combien vous allez pouvoir vous endetter. Et là, je sais qu'il y en a plein qui font des bons réflexes tout de suite. Ce qui va se passer, c'est que vous décalez finalement vos 35 augmentent, augmentent, augmentent et plus, vous avez des investissements locatifs qui
ont beaucoup de loyers, donc c'est pour ça qu'on parle souvent de rentabilité brute. La rentabilité brute, c'est vos loyers hors charges à l'année, divisé par le coût total de votre investissement. En fait, quand vous avez des rentabilités brutes élevées, ça veut dire que vous avez beaucoup de loyers. Si vous avez beaucoup de loyers, ça va décaler votre endettement et là, vous allez pouvoir, investir, plus et plus vous pouvez investir et il y a une fameuse règle que vous pouvez, avoir en tête. Un bel investissement immobilier, c'est 300 € de cash flow, avant impôt, que vous avez, par 100 000 € d'investissement. Donc, par exemple, si vous avez un immeuble, que vous achetez avec, donc il va être dans les, disons 70 000 €, vous rajoutez des travaux, des frais de notaire, vous arrivez à 100 000 €, de projet global. Là, il vous faudra 300 € de cash flow avant impôt. Alors on parle de cash flow avant impôt, on fera sûrement, quelques vidéos sur les impositions. On fait ça parce que c'est beaucoup plus simple. En fonction de qui vous êtes, par exemple, vous faites un investissement, vous pouvez le faire en foncier direct, vous pouvez le faire en entreprise, vous pouvez le faire bon, il y a plein de techniques. La problématique, c'est que votre imposition dépend de votre situation personnelle et du coup, on ne va pas pouvoir comparer réellement, un investissement que vous avez fait et que quelqu'un d'autre a fait. Donc on va rester, sur ces, cash flow avant impôt. Alors, généralement, on a effectivement cette résidence principale. La première erreur qu'on fait, c'est quoi? C'est de s'endetter totalement pour avoir sa résidence principale et généralement d'avoir quelque chose qui, en plus, ne correspond pas à nos prochaines évolutions de vie. Si on n'est pas dans une stratégie de faire beaucoup d'investissements, finalement, c'est pas grave. Si on se met dans une stratégie où on veut vraiment se prendre en main et aller faire beaucoup d'investissements, encore une fois, moi, je reste convaincu qu'en immobilier, si vous maîtrisez à peu près les choses, franchement, vous pouvez arriver assez vite à 1 000 000 € d'investissement, 500 000 €, 1 000 000 € d'investissement. Je sais que ça peut vous faire peur, mais venez avec nous, dans le programme de coaching, vous allez tout comprendre. Quand vous êtes on track, vous comprenez, vous achetez un premier immeuble ou vous faites une première colocation à 200 000 €, ça marche très bien, ça vous rapporte 500 € par mois. Vous en faites une deuxième, vous avez 400 000 €, ça marche très bien. Vous en faites une troisième, vous avez 600 000 €, ça marche très bien. Vous gagnez entre 1 000 et 2 000 € par mois. En plus, ça, c'est fantastique. En fait, une fois que vous êtes lancé dans le truc, il faut dissocier, en fait, ces montants-là. Moi, je me mets à votre place de moi quand j'ai commencé. Effectivement, ça fait des gros montants, ça fait beaucoup. Mais une fois qu'on maîtrise, comment ça se passe, qu'on avance progressivement, franchement, c'est génial. Surtout que lorsque vous avez, 1 500 à 2 000 € par mois, de cash flow, vous avez largement plus finalement de remboursement ou génération de patrimoine derrière. Donc tous les mois, vous allez générer, 1 500, 2 000, 3 000 € de patrimoine supplémentaire. L'enjeu avec ça, c'est que très vite, finalement, votre salaire d'ailleurs, quel que soit votre salaire de ceux qui m'écoutent, ici, que vous ayez, 1 000, enfin, 3 000, 6 000, 10 000, 15 000, assez vite, finalement, vous allez rentrer dans une disposition où, en termes de génération de patrimoine du moins, vous allez générer tous les mois plus que votre salaire actuel. Ce qui est quasiment impossible à faire si vous épargnez. Ça veut dire que c'est comme si vous épargniez 100 de votre salaire aujourd'hui. Donc ça, en fait, l'immobilier est fantastique pour ça et est fantastique pour accélérer et c'est un très bon point, pour commencer les invests. Encore une fois, je vous rappelle, contactez-moi sur Insta ou sur LinkedIn, venez dans le training. Ça commence, la semaine prochaine, on est parti et moi je vous attends parce qu'on fait des super résultats. Vous allez voir, on cartonne tout, que ce soit avec Aurélien, Loïs, Zineb, bref, je vous en parlerai dans un autre épisode. Franchement, c'est vraiment au top. Une autre problématique, mais là visiblement ça va changer, cette année, c'est d'investir pour défiscaliser et ça va être acheter un Pinel. Donc acheter un Pinel, l'enjeu qu'on a là-dessus, en fait, on passe tous par cette phase-là. On se dit: «Bon, finalement aujourd'hui, je paye beaucoup d'impôts, je me retrouve à payer 500 €, 1 000 € d'impôts tous les mois. Franchement, ça me saoule de payer ces impôts-là. Est-ce que je pourrais pas les transformer, plutôt en épargne, trouver une autre technique?» Et du coup, on est tenté par des biens qui vont nous permettre de défiscaliser et on se rend compte que si on fait un investissement, on va épargner, 500 €, on va économiser 500 ou même 1 000 € d'impôts, tous les mois. Par contre, il va falloir qu'on mette un petit peu d'argent, donc par exemple 100 €. Donc on va dire: «OK, ben, finalement je mets 100 € tous les mois et j'épargne, je m'économise, 1 000 € d'impôts par mois». Donc sur le papier, c'est vachement bien, le système, c'est vraiment très alléchant et surtout, en fait, ça nous permet d'éviter de lutter contre le gâchis. Nous, on aime bien lutter contre le gâchis et généralement, c'est plus simple de, faire des économies dans certains cas que d'aller chercher de l'argent autre part et on se fait alpaguer par les banques qui nous proposent des projets qui sont bien financés, tout est facilité, on n'a même pas besoin d'aller voir une autre banque pour financer, c'est la banque qui nous propose le projet. Le projet, il est neuf, on nous dit que tous les immeubles neufs, il y a beaucoup moins de problèmes que si c'était de l'ancien. Bref, on se fait embarquer dans tout un projet qui, dans la plupart des cas alors j'ai quand même, des failleurs qui ont fait des supers investissements en Pinel, il y a assez longtemps
à Paris ou quand il y avait encore du Pinel à Paris, enfin il y en a encore d'ailleurs, mais quand il y avait du Pinel à Paris, qui n'avait pas prévu en fait, il y a une telle évolution des prix à l'époque dans Paris que c'est devenu rentable. Mais la plus grosse problématique du Pinel, c'est que déjà vous allez devoir mettre de votre poche, comme la résidence principale, comme la résidence secondaire, de l'argent tous les mois. Donc en fait, indirectement, vous vous appauvrissez sur du court terme et le plus important pour vous, on se rappelle toujours, c'est le cash. Donc par exemple, vous gagnez 2 000 € par mois, vous allez mettre tous les mois 100 € de plus, 100 € dans un Pinel. Là, vous avez un enfant, ben, les 100 €, ça aurait pu être utile simplement pour pouvoir avoir une meilleure vie ou mettre cet argent-là dans d'autres types d'investissements qui peuvent potentiellement gagner beaucoup plus. Surtout que votre Pinel, lorsqu'on fait les calculs, totaux d'une opération, alors là, c'est un peu problématique, parce qu'il faut se projeter dans l'avenir, donc personne ne sait. Mais là, on a le retour d'expérience des Pinel. Vous achetez quelque chose qui est souvent survalorisé, c'est-à-dire qu'on va construire en fait, en France, il y a une grosse problématique. Regardez une carte de la France, regardez tous les endroits où les immeubles sont à moins de 1 000 € du mètre carré. Il y a plein d'endroits où les immeubles sont à moins de 1 000 € du mètre carré. Là, aujourd'hui, le prix à la construction, il faudrait que je le revalorise. Alors à l'époque, c'était 1 500, moi je pense qu'on est plus dans les 2 000. Ça dépend de ce que vous utilisez comme matériaux, mais vous allez construire, généralement quand vous faites du Pinel, vous allez construire alors, des choses avec pas forcément beaucoup de budget pour au prix au mètre carré, mais en plus de ça, ce que vous allez faire, c'est, vous allez vous retrouver avec un immeuble, coût de construction 1 500 € du mètre carré. Si vous le revendez, ce sera 1 000 € du mètre carré. Exactement comme une voiture. Quand vous allez chez votre concessionnaire, vous achetez d'ailleurs, ça m'a choqué la dernière fois que je suis passé chez mon concessionnaire, la 208, alors moi j'ai une 208, la 208 je crois avec des options un peu nouvelle version là. Elle était à 40 000 € quoi, 35 000 – 40 000 €. Je me suis dit: «Putain, dans quel monde on vit quoi?» Je pensais que c'était la voiture, la plus basique et là aujourd'hui c'est 40 000 €. Je suis sûr que si j'achète cette voiture, j'essaie de la revendre 2 jours plus tard, elle sera à 30 000 €, même pas 25 000 €. Surtout, il faut voir les personnes qui sont intéressées par ce type de voiture. Donc bref, tout ça fait que on se retrouve dans cette surface finalement à consommer énormément. Alors déjà c'est bien, hein, c'est bien, enfin c'est bien. C'est quand même pas mal, de mettre dans la logique. Alors, si on est dans une logique, soit d'un côté, on fait jamais d'investissement de sa vie, on est un peu YOLO, on n'a pas acheté un appartement, un petit studio quelque part et on voyage un petit peu partout, puis on se réveille quand on a 40, 50 ans et on se dit: «Zut, finalement, j'ai une retraite assez faible, bah, j'ai pas un pied à terre, j'ai nulle part où aller et j'ai pas mis de stratégie, en place pour avoir de l'argent». Il vaut mieux finalement avoir la résidence principale, à la limite une résidence secondaire. Bon, à la limite même un Pinel finalement, c'est pas trop mal, c'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien. Alors attention quand vous faites ça quand même, pour tous ceux d'entre vous et on verra ça sur la partie business, qui hésitent entre le business pur et dur, être un peu plus nomade parce qu'effectivement aujourd'hui on peut se poser des questions de où on veut vivre et cetera et d'acheter quelque chose en physique. C'est vrai qu'un bien immobilier, ça rajoute une petite pression, ça rajoute des obligations, ça ajoute des responsabilités et potentiellement ça peut changer un peu le focus. Quoiqu'il y a des méthodes pour s'assurer que on peut quand même profiter de cette capacité d'endettement, avoir des biens, pas trop de problèmes et dans le temps finalement faire que ça marche bien. Par contre, si vous vous retrouvez à acheter une résidence principale qui vous coûte 2 500 € par mois, demain vous voulez changer de vie, vous divorcez, ça change, bah, là vous êtes obligé de revendre, vous êtes obligé de repayer les frais de notaire et en gros tout ce que vous faites, c'est que vous financez le, système. Donc, en gros les impôts et généralement quand vous faites ça, vous vendez, souvent à la case, donc même si, vous pensez que vous allez gagner de l'argent, grosso modo sur les opérations, il y a quand même beaucoup de pertes. Bref, ça vaut quand même le coup d'y aller, mais c'est pas forcément ça qui va vous emmener vers des vrais gros investissements. Après, on a investir en immobilier sur 15 ans. Alors ça, moi, j'ai fait l'erreur. On commence à investir et on se dit: «Bon», alors ça, c'est des réflexes finalement des anciennes générations. Moi, j'ai la chance d'avoir un père qui a quand même, un business, qui avance, et lui, sa problématique, c'est qu'il a connu des taux d'intérêt très élevés. Quand on a des taux d'intérêt très élevés, effectivement, la question se pose d'emprunter ou pas de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est assez dur de trouver un investissement qui a assez de rentabilité pour pouvoir payer, cette surcouche, d'intérêt. Nous, aujourd'hui, on a quand même des taux d'intérêt qui sont, relativement faibles, donc à 3,30, à 3, ça risque de tomber à 3, à part si, nos politiques, continuent de gérer des problèmes entre eux. Donc quand on est dans des taux d'intérêt comme ça, l'objectif qu'on va avoir, ça va être d'augmenter au maximum son cash flow. D'ailleurs, là, je vous ai fait des petits calculs. Donc disons, que vous avez aujourd'hui, un investissement de 100 000 € à faire. Si vous empruntez, 100 000 €, hop, 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 sur, 10 ans à 3,35. Donc les taux d'aujourd'hui, alors là, le premier élément, c'est de se dire: «OK, les taux sont différents. Plus vous empruntez sur longtemps, plus le taux est important». Alors ça, c'est ce qui s'appelle la courbe des taux. Là, depuis, quelques années, on est dans une courbe des taux qui est vraiment plate.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement emprunter le taux 10 ans est quasiment le même que le taux, 25 ans. Alors que normalement, on devrait avoir une courbe un petit peu plus enfin, ça devrait être plus cher d'emprunter sur 25 ans. Aujourd'hui, au moment où je vous fais ces calculs, le taux sur 10 ans est à 3,35, sur 15, 3,40, sur 20, 3,49 et sur 25, 3,59. Emprunter 100 000 €, sur 10 ans, c'est 1 000 € de remboursement par mois. Je vous arrondis, hein. Sur 15 ans, c'est 740 €, sur 20 ans, c'est 600 € et sur 25 ans, c'est 534 €. Après, le gros changement, et c'est quand on voit ça, c'est en fait, ce qui nous pousse à emprunter sur, du court terme, c'est principalement les intérêts et de se dire que plus je rembourse vite, plus je rembourse, plus je suis libre de dette. Donc sur 10 ans, on est à 21 000 € de coût de crédit, sur 15 ans 32 000, sur, 20 ans 45 000, sur 60 ans 60 000 €. Donc effectivement, ça coûte 3 fois plus cher d'emprunter sur, 25 ans que sur 10 ans. Par contre, là où c'est intéressant, c'est sur ces mensualités. Par exemple, vous empruntez sur, 10 ans, il faut rembourser bien 1 000 € par mois. 1 000 € par mois, c'est conséquent. Sur 25 ans, c'est 2 fois moins, c'est, 500 € par mois. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous empruntez, sur des courtes durées, vous allez diminuer finalement, vous allez, diminuer combien vous pouvez encore emprunter. Alors ça paraît particulier, ça paraît un peu bizarre, mais, je pense que vous avez à peu près tous compris l'exercice. Déjà, votre première problématique, c'est si vous faites un investissement locatif qui est vraiment rentable. Donc disons que là, vous achetez pour 100 000 € quelque chose que vous louez 1 000 € par mois. Vous louez 1 000 € par mois, disons que vous avez 200 € de charges, vous avez 1 000 € de remboursement, d'intérêts. J'arrondis encore une fois, vous avez un cash flow négatif de, avant impôt, de 180 € en négatif. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous empruntez sur 10 ans, tous les mois, il va falloir vous saigner et mettre 200 €, allez, quasiment 200 € pour cet investissement. Par contre, si vous le faites sur 15 ans, là, tout de suite, avec les mêmes chiffres, vous tombez à 100 € de cash flow positif. Donc déjà, vous avez un peu d'argent supplémentaire. Vous faites ça sur 20 ans, vous avez 200 € par mois et vous faites ça sur 25 ans, vous avez 300 € par mois, en plus que vous avez pour vous. Donc dans un cas, vous êtes comprimé, vous allez devoir mettre, chaque mois de l'argent de côté. De l'autre cas, vous allez avoir, vous allez avoir de l'argent tous les mois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va, calculer votre capacité d'endettement, on va prendre en compte combien vous payez déjà de mensualité. Donc par exemple, aujourd'hui, disons qu'en faisant la règle, donc vous avez vos revenus, vous faites 35 de vos revenus, vous avez 1 000 € par mois que vous pouvez utiliser pour rembourser. Disons que vous empruntez, sur du court terme. C'est 1 000 € par mois, voilà, ça va vous permettre, d'emprunter là déjà, ben, sur 10 ans seulement 100 000 €. Par contre, c'est 1 000 € par mois sur 25 ans. Donc là, si on regarde, ça va vous permettre d'emprunter déjà le double. Donc ça va vous permettre d'emprunter 200 000 €. Alors là, je fais rapidement avec, le tableau que j'ai sous les yeux. Donc vous pouvez déjà doubler en augmentant la durée et en plus de ça, indirectement, vous pouvez aller beaucoup plus loin parce que c'est quelque chose qui s'itère. C'est-à-dire que vous allez faire cette itération, regardez combien vous pouvez emprunter. Une fois que vous allez rajouter des revenus supplémentaires, vous allez encore pouvoir augmenter. Bref, si vous augmentez la durée, vous allez souvent pouvoir faire du 2, 3, 4 fois plus d'emprunts. Si vous savez faire un investissement qui vous génère de l'argent, votre seul objectif, c'est d'emprunter plus. Dès que vous savez faire 300 € pour 100 000 € investis, vous faites 1 million d'euros, ça vous fait 3 000 € par mois. Ça, c'est les clés et c'est ce qu'on va aller chercher. Alors, sur notre, iceberg, on retourne dedans, on arrive maintenant sur réaliser un investissement locatif à cash flow négatif. Alors, déjà, effectivement, comme d'habitude, c'est mieux que rien de faire un investissement, locatif à cash flow négatif, c'est mieux que de pas en faire. Au moins, normalement, ça dépend à quel point il est négatif, mais si vous n'êtes pas planté sur la localisation, que vous n'avez pas une vraie chute, de la valeur du bien et que vous êtes en léger cash flow négatif et que ça ne vous met pas dans une situation compliquée, ce qui est pas mal, c'est que vous avez votre remboursement, de patrimoine. Mais par contre, il y a tellement mieux à faire et je pense que si vous êtes là, c'est pour aller voir autre chose. Donc ça, pas mal de personnes, le font. Après, vous avez acheté avec 50 d'apport ou sans crédit. Alors, il y a tellement mieux à faire que d'acheter, sans crédit et avec 50 d'apport. Alors, votre objectif, ça va être de faire travailler au maximum la dette. La dette, c'est comme votre employé. C'est comme, si vous preniez un freelance demain, vous travaillez avec quelqu'un, c'est comme avoir, par exemple, chez vous, quelqu'un qui va, disons que vous savez faire un travail. Donc, aujourd'hui, vous savez, vous êtes freelance, vous savez vendre votre journée à 1 000 €. Demain, vous êtes en capacité de, vendre votre journée 1 000 €, mais de la sous-traiter à quelqu'un qui va vous coûter 500 € pour la journée. Donc si vous avez votre journée, vous avez 1 000 € et à côté, vous allez encaisser du coup 1 000 € moins 500, vous allez encaisser 500 €. Du coup, vous allez gagner 1 500.
Disons que maintenant vous êtes capable de faire ça avec 10 personnes supplémentaires. Assez simple, 10 000 € du coup d'encaisser, 5 000 € supplémentaires. Donc votre journée, elle va vous permettre à vous, votre temps, vous allez le vendre pour 1 000 € et vous allez récupérer derrière 5 000 € de plus grâce à des personnes que vous allez pouvoir gérer. C'est exactement la même chose dans l'immobilier. Et avec l'argent, c'est la même chose. Votre objectif, c'est de faire travailler l'argent des autres, de faire travailler l'argent des banques, que cet argent génère de l'argent pour vous et que ce ne soit pas votre argent. Si vous faites 10 sur 100 000 €, vous faites 10 000 €, pardon, vous faites 10 000 € par an. Si vous faites 10 sur 1 million, vous faites 100 000 €. Votre objectif, c'est d'arriver au million d'euros et nous, c'est ce qu'on fait avec l'immobilier. Emprunter pour acheter des parts de SCPI. Alors, les parts de SCPI, ça dépend quelle est votre situation, ça dépend de ce que vous faites. Généralement, les SCPI, c'est des produits qui ne rapportent pas assez. C'est-à-dire que vous allez investir et vous allez récupérer 4 net net. Ça dépend pour lesquels, mais grosso modo 4 net net. Les SCPI, c'est simplement des groupements, où vous allez pouvoir acheter, de l'immobilier avec, en achetant des parts, d'entreprise. La problématique que vous allez avoir, c'est que souvent, vous allez être en cash flow négatif. Bon, pour après, ça dépend de votre stratégie. Si vous êtes alors c'est pas forcément la meilleure, mais si vous êtes dans un cas où vous gagnez très, très bien votre vie, vous voulez emprunter et pas vous embêter du tout avec, l'immobilier, bon, potentiellement, les SCPI, ça peut être intéressant. Attention, là, on a fini, du coup, la surface de l'iceberg. On va aller, sous l'eau de l'iceberg et là, on passe sur la limite, des 35 de dette. Donc, ce qu'on a vu avant, on a déjà vu aussi un peu comment la dépasser. Généralement, tout ça, ça nous bloque dans notre limite de dette et en gros, on va avoir affiché à côté de votre nom, vous avez un potentiel de dette que vous pouvez utiliser et vous allez seulement utiliser ce potentiel de dette-là. Encore une fois, c'est, je pense, très bien d'utiliser son potentiel de dette, dans l'immobilier. Après, il y a quelques cas, et d'ailleurs, je les expliquerai, où c'est pas forcément la bonne solution pour vous. Sous l'eau, on passe sur quoi? Faire des investissements sur 25 ans. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Plus on investit sur du long terme, mieux c'est et c'est fantastique. Faire des investissements sur 25 ans, 110 de dette et 3 ans de différé. Alors là, moi, c'est des choses que je vous encourage vraiment à faire. Donc, quand vous faites un investissement immobilier, vous voulez avoir un maximum de cash flow, vous voulez emprunter un maximum parce que vous savez faire des investissements. Si vous ne savez pas faire, vous me rejoignez, vous venez, vous allez voir, vous allez tout cartonner, tout comprendre. On va faire de vous des cracks de l'IMO et après, on va pouvoir passer sur le business. C'est plus simple quand même de faire de l'IMO dans un premier temps et après de passer sur le rachat de boîte, par exemple. Du coup, sur le 25 ans, donc les 110 de dette, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui débutent ici? Vous avez un prix de l'immobilier, vous avez un immeuble, par exemple, qui coûte, alors là, je vous prends un exemple concret. Hop, comme ça, on va l'avoir. Hop, 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 hop. Vous avez un immeuble qui va vous coûter 72 000 €. Disons que vous avez 20 000 € de travaux. Donc là, votre immeuble en totalité, et vous avez 1 000 €, voilà, vous avez, votre immeuble, il vous coûte 93 000 €. Donc vous dites: «OK, mon investissement, il vaut 93 000 €». Mais ce qu'on oublie, c'est les 8 de frais de notaire. Alors les 8 c'est, une approximation. En fonction du montant du bien, c'est plus ou moins 8 et vous avez potentiellement des frais bancaires, là, j'avais mis 1 000 €. Donc en fait, votre bien, au lieu de vous coûter, 93 000 €, il va vous coûter 100 000 €. Quand vous achetez quelque chose, finalement, c'est pour ça qu'on parle des 110 c'est parce que c'est une somme supplémentaire que le montant, qui était initialement prévu. Alors, faire du 110 avant, on pouvait simplement voir les banques et en plus, spoiler, c'est en train de revenir en ce moment. Avant, on pouvait simplement aller voir les banques et leur demander de faire des financements à 110. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il y a pas mal de techniques finalement pour récupérer des, 110. Alors, je suis en train de me faire manger par des moustiques, si vous saviez. Là, je me bats. Pour ceux qui voient la vidéo, c'est terrible, mais bon, on tient le coup. Donc 110 de dette, il y a plusieurs techniques. Les 3 ans de différé, j'ai beau avoir des différés, il faut avoir des travaux. Les travaux, ça se justifie assez facilement. Sous l'eau, on a investissement pro sur SCI, sur 20 ans avec SCI alias. Donc une SCI alias, c'est quoi? Une SCI, simplement une entreprise pour vous, faire simple, une boîte, c'est pas compliqué du tout. Il faut simplement se dire que vous, vous êtes une personne physique, et une entreprise, c'est une personne morale. C'est comme si vous aviez une autre personne qui vous ressemble et qui est comme vous. Sur les SCI, donc c'est une société civile, donc c'est un type d'entreprise et avec le I, c'est spécialisé dans l'immobilier et après quand on dit IS, c'est soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc pour faire simple, soit vous avez des entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est comme vous quand vous avez vos salaires aujourd'hui, à un moment, il faut payer l'impôt sur le revenu et il y a autre chose qui,
il y a un autre biais qui est l'impôt sur les sociétés. Donc en fait, là, c'est l'entreprise qui va payer des impôts et après potentiellement, vous allez vous verser de l'argent et payer, sur l'argent que vous recevez des impôts sur le revenu. Enfin, ça dépend comment c'est fait. Donc votre SCI à l'IS, ce qui est possible, c'est de passer du coup en investissement pro et là, ce qu'on va vous demander, c'est du cash et un investissement qui tient la route. Donc vous allez voir une banque, disons que vous allez vouloir faire un investissement à 100 000 €, on va vous demander de mettre 20 000 € d'apport et on va vous financer l'investissement, quel que soit votre taux d'endettement. Après, il faut que l'investissement soit, f en cash flow, positif, pour que ça puisse tenir et que le financement soit bien ficelé. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire l'ensemble de ces investissements. Faire un x3 sur son endettement initial avec SCI à l'IS et des investissements à plus de 10 de rendement. Donc là, c'est encore autre chose. D'un côté, il y a cet investissement, en SCI à l'IS avec 20 d'apport et normalement, vous êtes quasiment en emprunt illimité tant que vous avez du cash. Et de l'autre côté, il y a un espèce de mix des 2. C'est généralement quand on commence, c'est possible, de faire en fait, de multiplier ces SCI à l'IS. Alors, ça dépend des banques, il y a plein de techniques. Il y a certaines techniques dont je ne pouvais pas vous parler ici et il faudra venir dans le training. En gros, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, une banque, il y a un encours, c'est-à-dire combien la banque va pouvoir vous prêter. En fonction de là où elle est, si vous êtes dans une banque régionale, où l'immobilier est pas cher, parce que c'est généralement ça et qu'il y a pas forcément beaucoup d'activité économique, ça va être 500 000 €. Donc une banque peut vous accompagner jusqu'à 500 000 €. Si vous êtes dans des endroits, plus élevés, en encours, on va pouvoir aller du 1, 2, 3 millions d'euros. Donc là, par exemple, si on prend Paris ou des endroits comme ça. Et en fait, là, l'idée, c'est de trouver un banquier qui est OK pour vous accompagner et vous allez pouvoir multiplier les SCI à l'IS et faire multiplier les investissements. C'est possible de le faire. Il y aura toujours une question d'apport, mais c'est possible d'avoir certaines, flexibilités. Encore une fois, il y a 4 des dossiers bancaires qui, les banques ont le droit pour 80 des dossiers bancaires de ne pas respecter finalement, les règles de l'HCSF, donc les règles, de la politique, d'endettement et assez vite, si vous faites de bons investissements immobiliers, si vous avez de bons revenus, vous structurez bien vos dépenses, vous allez pouvoir, aller là-dedans. Utiliser la capacité d'endettement, d'un associé en SCIS. Donc là, l'objectif alors vous pouvez le faire en SCIS ou en SCI à l'IR. Là, votre objectif, ça va être de trouver quelqu'un qui a une capacité d'endettement, mais qui n'a pas forcément le temps, de faire des investissements. Et alors là, ça peut être des amis, ça peut être dans la famille et cetera. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est, prendre la capacité d'endettement de cette personne-là, en vous associant avec et vous prendre des parts, parce que vous allez gérer, l'ensemble du bien immobilier. Démembrer une SCIR et ne pas porter l'usufruit et ne pas porter l'endettement. Donc là, vous avez du coup la SCI à l'IS et la SCI à l'IR. La SCI à l'IR, c'est simplement donc c'est une entreprise qui va posséder, pour vous un bien immobilier et c'est comme si c'était transparent. Du coup, finalement, cette entreprise, enfin, si on la regarde, d'ailleurs, on peut voir directement c'est vous le propriétaire. Si l'entreprise fait des bénéfices, directement, ça va tomber sur votre compte et directement, vous allez payer, des impôts là-dessus. Quand vous avez un bien immobilier, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est divisé en 2. Vous avez donc la pleine propriété, c'est un bien immobilier. Vous avez l'usufruit, c'est les flux. Donc les encaissements de loyer et les remboursements, par exemple, d'emprunts ou les autres charges. Et de l'autre côté, vous avez, la pleine propriété, nue propriété, l'usufruit, donc la nue propriété. La nue propriété, ça va être la valeur du bien en tant que tel, donc ça va être les murs. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est que l'endettement, finalement, ne touchera que la personne qui a l'usufruit. Donc si vous créez une SCI à l'IR, que vous donnez l'usufruit ou que vous vendez l'usufruit, à quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir avoir la valeur d'un bien sans avoir les flux bancaires et du coup l'endettement. Vous pouvez faire ça. Ça marche très bien, pour des questions d'héritage entre, parents et enfants et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Reprenez une entreprise avec de l'immobilier. Donc ça, il y a plein de boîtes aujourd'hui, vous avez vu, il y a plein de boîtes aujourd'hui déjà qui vont pas forcément très bien, il y a beaucoup de boîtes qui vont très bien et là, on est en train de se positionner, sur, des boîtes à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 4 millions d'euros d'immobilier dedans et du coup, quand vous rachetez l'entreprise, généralement, vous débrouillez encore une fois pour que l'entreprise s'autofinance, vous pouvez récupérer de l'immobilier à côté et là, ça vous permet d'avancer très vite dans l'immo. Faire des investissements étrangers. Dans la plupart des pays, quand vous faites vos investissements à l'étranger, il est possible finalement, de récupérer de la dette sans qu'il y ait une prise en compte de votre endettement en France et de mettre généralement 20 de cash pour faire l'investissement. Après, ça dépend où c'est, ça dépend ce que vous faites. Si à un moment vous voyagez, et que vous habitez à l'étranger, vous pouvez demander d'être, alors résident dans ce pays-là et quand vous faites ça, vous pouvez même tomber dans des pays où c'est possible de faire des investissements sans mettre d'apport.
Utiliser une entreprise commerciale pour emprunter, donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait, moi. Vous allez créer une entreprise, si possible qui est liée avec l'exploitation de locaux ou pas forcément. Vous pouvez créer une entreprise de comptable, par exemple. Vous pouvez créer une entreprise de marketing. Vous créez une entreprise de marketing, vous, la faites bien fonctionner pour qu'il y ait des résultats. Pourquoi pas 10 000 € par mois de résultats? Et là, vous allez pouvoir aller voir une banque. Normalement, c'est au bout de 3 ans et 3 bilans, mais vous pouvez le faire avant. Allez voir une banque pour dire: «Écoutez, au lieu de louer, ce local, qui, me coûterait 2 000 € par mois, eh bien, je vais l'acheter». Et là, vous pouvez acheter le local. Ce local-là, vous pouvez le transformer en, espace de coworking. Vous allez pouvoir sous-louer une partie à d'autres personnes, voire sous-louer la totalité. Il y a aussi des techniques, c'est qu'au lieu de faire un local simplement pour vous, vous achetez directement un immeuble. Vous avez la moitié de l'immeuble qui est en Airbnb, voire les 3/4, et heu, un vous avez le local commercial que vous pouvez exploiter en coworking. Alors reprendre, ça c'est bon. Là, on arrive vraiment dans les profondeurs déjà. Donc on est en dessous, on était ensemble dans la surface. Là, on est sous l'eau, là, on est dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'il y a comme autre élément? Là, vous avez utilisé le financement participatif. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez plein de plateformes qui vous permettent de faire de, l'investissement locatif, voire du marchand de biens en financement participatif. Donc là, vous pouvez aller voir vous pouvez tester avec toutes les plateformes. Donc j'ai fait sur ma newsletter, n'hésitez pas à regarder. J'ai listé en fait tous les partenaires qui vous permettent de vous en tant que financeur de financer les opportunités de marchand de biens, ou vous en tant que, marchand de biens, ou même en tant que, investisseur locatif, de faire financer vos opérations. Donc là, vous pouvez financer une partie ou tout l'investissement, avec du financement participatif. Vous pouvez aussi, trouver des, associés pour faire des financements. Donc eux, ils vont apporter l'argent et vous allez faire l'exécution. En fonction de comment c'est, attention, il y a des règles à respecter. Si vous le faites dans un cadre, privé avec, SCI, LIS, 2-3, partenaires, investisseurs, ça va. Si vous commencez à monter, sur du 100, je crois que c'est plus de 50. En fait, vous avez des règles, à partir desquelles vous allez, demander de l'argent va être assimilé à un appel public à l'épargne, et là, c'est réglementé. Alors, il y a les types de contrats, il y a les vides juridiques que vous allez pouvoir utiliser. Moi, je serais vous, si vous arrivez là-dessus, passez plutôt par, enfin, de toute façon, la solution qui est actuellement, la plus reconnue, c'est d'utiliser du financement participatif en émettant des obligations. Des obligations, c'est comme des obligations d'État, c'est-à-dire qu'on va vous prêter, par exemple 100 000 € et vous allez rembourser pendant un certain nombre d'années, enfin, vous pouvez moduler comme vous voulez, mais vous allez rembourser par exemple 5 par an sur les 100 000 € et à la fin de la période, rembourser le capital, plus les 5 sur la dernière année. Il y a d'autres types de façons de modéliser les obligations. Vous pouvez faire pas mal de choses. Par contre, pour émettre des obligations et les proposer à des investisseurs, là, il y a énormément de règles à respecter. C'est pour ça que généralement, avant de vous lancer vous-même dans la création de structure qui va vous permettre de faire ça, de mémoire, j'avais regardé, c'est dans les 40 à 50 000 € de coûts pour faire la structuration, et après, il faut garder. Il y a énormément de choses réglementaires à mettre en place. Du coup, au lieu de faire ça, ce qui est possible, c'est d'utiliser des personnes qui, font ça pour vous, mais qui vont prendre un pourcentage effectivement sur le financement. Passer par une banque qui finance les opérations sans prise en compte de l'endettement. Donc là, il y a des banques, principalement une, n'hésitez pas, à venir dans le programme pour que je vous fasse les introductions, qui vous financent au-dessus de 35, et elles ne regardent que l'opération. Les dossiers sont assez compliqués à faire, mais en tout cas, il y a celle-ci, il y en a plusieurs d'ailleurs qui permettent de faire ça. Utiliser un réméré. Le réméré, ça va vous permettre de, refinancer un bien, et de récupérer du cash contre, un actif qui est présent. Ça vous permettra à la fin de soit, rembourser et garder votre bien, ou sinon, ça vous permettre de le vendre si vous ne voulez pas rembourser. Réaliser un prêt hypothécaire sur un bien immobilier in fine. Alors après, une fois que vous allez avoir du patrimoine, on est dans les profondeurs, ce qui va être intéressant, c'est de refaire travailler ce patrimoine pour réobtenir de la dette et pour pouvoir continuer à avancer. Donc là, imaginons que vous avez un bien à Paris qui vaut, vous avez un bien qui vaut 100 000 €. Il y a plusieurs, vous pouvez très bien aller voir une banque et dire: «Écoutez, j'ai un bien qui vaut 100 000 €, je veux acheter un nouveau bien, qui vaut 100 000 €, pourquoi pas?» Et la banque va vous dire: «Ah oui, mais attendez, là vous êtes un peu trop, c'est un peu trop compliqué, vous avez pas de cash, c'est un peu dur». Et là, ce que vous allez pouvoir proposer à la banque, c'est: «Écoutez, prenez en caution ce bien qui est à 100 000 €». Généralement, les banques aujourd'hui, alors ça dépend d'où, mais elles vont vous reprêter, 100 000 €, 120 000 € grâce à ce bien qui vaut 100 000 €, et vous allez pouvoir acheter un autre immeuble, par exemple à 120 000 € qui sera aussi caution de la banque. Vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir aller voir votre banque
et dire: «Écoutez, j'ai un bien qui vaut 100 000 €, j'aimerais faire un prêt in fine sur ce bien-là» et le remettre en caution chez vous. Et la banque va vous proposer, par exemple, sur un bien de 100 000 €, alors ça dépend, mais plutôt du 80 de valeur de bien. On va dire: «Écoutez, je vous fais un virement de 80 000 €, vous payez, potentiellement des intérêts, chaque mois». Donc ça peut être, là pour des 100 000 €, peut-être 200 € d'intérêts, par mois et vous remboursez la totalité, donc l'emprunt total ainsi, que le donc les pardon, l'ensemble du capital ainsi, enfin vous remboursez l'ensemble du capital à la fin, en une seule fois. Donc ça, c'était très utilisé avant quand on avait un pays où, l'immobilier était en forte croissance, pour financer des opérations. Donc généralement, ce qu'on faisait, on faisait un investissement immobilier avec un prêt in fine et en contrepartie, la banque demandait, que des liquidités soient investies en bourse, heu et en fait, le calcul, qui était fait, c'est que, par exemple, on faisait un emprunt de 100 000 € pour acheter un immobilier, on mettait 20 000 € en bourse. Au bout de 15 ans, on se dit: «OK, les 20 000 € en bourse», alors peut-être un peu plus, 30 000 €, les 30 000 € en bourse vont devenir 100 000 €. Donc le jour où il faudra solder, le prêt in fine, c'est finalement les investissements en bourse qui vont solder ça et le bien restera propriété, de l'investisseur. Alors, on peut tokeniser un bien immobilier et le refinancer. Donc là, c'est les techniques, dites-moi si ça vous intéresse. Là, c'est un petit peu plus, complexe. Les tokeniser, en gros, ça veut dire séparer un bien en plein de petits tokens et les lister, en crypto. Là, il y a pas mal d'acteurs qui font ça, comme Reality et cetera. C'est très réglementé. On pourra en parler si ça vous intéresse. On peut tenir un crédit, avec garantie d'épargne sur l'entreprise. Donc ça, c'est pour tous ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs. Si à un moment votre entreprise marche bien et qu'elle a été valorisée normalement par des investissements, plutôt des fonds ou des gros acteurs, disons que vous avez une entreprise qui est valorisée, 3 000 000 €, vous avez un tiers d'épargne, donc vous avez 1 000 000 €. C'est possible d'aller voir votre banque et là, c'est les banques privées qui font ça. Donc la banque privée, c'est simplement, les mêmes services, hein. Il suffit de demander à votre, heu, à votre interlocuteur dans la banque et en fait, sur certains produits, il ne sera pas en capacité de les faire. Du coup, vous allez monter en banque privée. Et là, ce que va faire la banque, elle va prendre en caution, donc en garantie 1 million d'euros de part de votre entreprise et elle va vous donner en fonction de votre entreprise et de l'investissement de ce que vous négociez, mais généralement dans des 80 alors, ça peut descendre assez bas, mais on est dans du 80 de crédit. Donc par exemple, vous n'êtes pas en faculté aujourd'hui avec votre endettement pour avancer, vous n'avez pas forcément le cash. Votre banque va pouvoir dire: «Écoutez, je vous prête 1 million d'euros pour pouvoir acheter votre résidence principale et en prenant en caution les actions de votre entreprise». Là, on tombe dans les abysses, attention, on tombe dans toutes les techniques un petit peu, enfin totalement, alors qui sont soit illégales, soit interdites, mais qui sont quand même grandement faites. Il y a réaliser une doublette, c'est-à-dire acheter 2 biens en même temps. Aujourd'hui, disons que vous pouvez acheter pour 250 000 € d'emprunt, vous en faites 2 en même temps, et comme ça, la banque ne va pas voir que vous avez de l'endettement. Réaliser une triplette, c'est la même chose, mais vous faites 3 opérations en même temps. Passer par un courtier qui cache votre endettement. Alors après, vous avez plein de techniques, qui consistent à ne pas montrer l'endettement que vous avez aujourd'hui. Et là, il y a des courtiers qui font ça et donc il y a un certain nombre de courtiers qui vous permettent, en fait, de bien structurer votre endettement pour que ce ne soit pas affiché pour les banques. Voilà, on vient de faire ensemble, un petit iceberg, sur le financement bancaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire si c'était intéressant pour vous. Mon objectif, c'est de continuer à vous proposer beaucoup de contenu avec de la forte valeur ajoutée. Si là, aujourd'hui, vous avez un projet d'investissement immobilier, que ce soit de l'immeuble, que ce soit du coworking, que ce soit même du marchand, n'hésitez pas à venir, dans le programme. Donc moi, je vous attends. Programme de coaching, on a plus de 10 personnes, par mois qui le font. On a vraiment des très bons résultats. Ça va vous permettre de répondre, à l'ensemble de vos problématiques, de faire votre stratégie aussi sur l'immobilier patrimonial en fonction de ce que vous êtes prêt à faire et capable de faire. C'est très bien pour votre premier investissement. Donc là, par exemple, je pense à Zineb, je pense à Émilie, qui ont fait leurs premiers investissements, ce mois-ci. Ça permet de prendre confiance. Donc nous, on y va jusqu'à tout très bien expliquer, que ce soit des colocs ou des immeubles de rapport. Une fois que c'est bien compris de votre côté, vous allez pouvoir voir si c'est pour vous, si vous allez pouvoir continuer. L'essentiel, c'est de tout comprendre, de vraiment comprendre comment ça marche, de vraiment passer à l'action et après, pourquoi pas de continuer avec nous et on continue à faire des opérations ou sinon, de simplement se dire que peut-être c'est un autre type d'activité, un autre type d'investissement qui sera bon pour vous. Voilà, moi je vous dis à très vite et surtout profitez, de cette semaine. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup.
Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.